Harit, mesdames et messieurs les professeurs, au nom de l'INALCO, de son président Jean-François Huchet, je vous souhaite la bienvenue à la rue de Lille, qui est à la fois la maison de la recherche de l'INALCO et aussi le siège de la Fondation. Alors nous sommes trois à vous accueillir ce soir avec mes amis Anne et Harit, dont nous célébrons les publications récentes. Alors cette soirée se situe dans le cycle de conférences que nous avons baptisé les orientalismes chemin faisant et dont c'est la troisième édition. Alors les deux premières étaient consacrées premièrement à la Chine avec la figure de René Viennet par lui-même, ça facilite les choses. Et la seconde figure était autour du Tibet puisqu'il s'agit d'Alexandra David-Néel et c'était par d'autres personnes par nécessité biologique. Elle aurait, je pense, 120 ou 130 ans aujourd'hui. Alors, le titre de ce cycle appelle quelques explications et pardon si c'est une redite pour quelques-uns d'entre nous qui nous ont fait l'amitié d'être présents aux précédentes éditions. Alors, il trouve son inspiration dans la récente publication par trois brillants chercheurs de l'ouvrage « L'orientalisme en train de se faire » et qui a été produit à partir de données inédites. Il sera présenté ici même le 18 décembre à la même heure par ces trois auteurs. Et je vous engage vivement à y assister. Alors, de cet ouvrage, nous tirons trois choses. La première, c'est une définition qui n'est pas évidente, qui est celle du terme controversé d'orientalisme. La définition que nous avons retenue, et je cite, c'est l'étude d'un espace approximatif courant des Balkans à l'Océanie à des fins à la fois érudites et pratiques. Ces études orientales se fondent sur des textes originaux et par conséquent sur une connaissance approfondie des langues. Et vous voyez que cette définition n'est pas anodine. La deuxième chose, c'est une perspective. C'est celle de dépasser tant la géographie orientaliste que la démonologie, initiée par l'ouvrage éponyme d'Edouard Saïd, publié en 1978 et qui a plus de 50 ans maintenant, et qui est encore constamment cité. Alors, nous le faisons en toute innocence, au pied de la statue de Sylvestre de Sacy dans la cour, épinglée par Édouard Saïd, et vous verrez que Sylvestre a des choses à dire à propos de l'Inde. Alors, et la troisième chose, c'est une proposition, c'est d'associer une approche savante et une approche pragmatique de la connaissance de nos Orients. Et cette dualité d'approche est au cœur, à notre sens, de la proposition académique des Langso. Et j'utilise le terme à dessein. Donc, les cycles de conférences masterclass et grands témoins de la Fondation INALCO se sont attachés à renouer avec ces deux traditions. La première invite des universitaires de premier rang, en faisant notamment usage du passage secret qui relie le Collège de France et la rue de Lille. Et le second, ce sont des diplomates de première ligne, grande signature de notre établissement. Des diplomates qui ont senti la poudre. Donc, le nouveau cycle que nous proposons aujourd'hui, les orientalismes chemin faisant, donc, associe ces deux approches en proposant 4 vues de l'orientalisme, couvrant 4 aires culturelles déterminantes pour notre établissement. D'abord, l'ère arabe, à laquelle j'ajoute tout de suite le berbère. Deuxièmement, l'ère chinoise. Troisièmement, l'ère indienne. Et quatrièmement, l'ère tibétaine. Elle s'égrène sur une période d'1 siècle et demi, courant de 1875 à aujourd'hui. La plus ancienne est la création de l'école d'Alger par René Basset. La plus récente, c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui grâce à nos collègues, la production contemporaine des enseignants-chercheurs de l'INALCO dans le domaine des études indiennes. Alors, le propos est de se tenir au plus près de la connaissance en train de se produire, avec ses vertus et ses faiblesses, ses partis pris et ses distances. Il ne s'agit bien sûr pas d'être exhaustif, mais par 4 sondages, de rendre le terme d'orientalisme moins univoque, notamment par sa variation à travers les géographies et par son évolution dans le temps. Voilà ce que nous voulons dire par chemin faisant. À propos de ce qui nous réunit ce jour, c'est-à-dire les études indiennes. Alors, pour introduire le propos de ce soir, chers collègues, vous me permettrez peut-être de dire 2 mots des études indiennes au Collège de France. Il ne s'agit bien sûr que d'une illustration et le champ des études indiennes ne peut s'y réduire. Mais je crois que c'est tout de même significatif. Je voudrais le faire en prenant pour incarnation 2 figures du XIXe siècle et 2 figures du XXe siècle. Les figures du XXe siècle, du XIXe siècle, la première c'est Antoine Léonard Chézy en 1814, qui est le fondateur de la chaire de sanskrit du Collège de France.
Alors, il le fait à l'instigation de Sylvestre de Sacy. Il y avait une courte fenêtre juste avant la chute de Louis XVIII, donc au moment de la Restauration, où Sylvestre a essayé de s'élargir du domaine des études arabes et du persan pour créer une chaire d'études indiennes et une chaire d'études chinoises au Collège de France. Et donc, Abel Rémusat sera la personne qui représentera la Chine avec tout le talent qu'on lui connaît, et c'est Antoine Léonard Chézy donc, qui porte le drapeau indien à ce moment-là. Alors, son centre d'intérêt principal, ou sa production principale, a été la première traduction directe des Upanishads à partir de sources originales indiennes. La deuxième chose qui est très intéressante, c'est qu'il est remonté à la tradition grammairienne indienne. Là aussi, il y a une chose qui est très frappante, c'est qu'il y a une production sur le langage qui est originaire d'Inde, et nous avons des enseignants du Collège de France qui vont aux sources. Donc ce n'est pas du oui-dire, ce sont vraiment des sources primaires. Il y a une quatrième chose qui est frappante à propos de Chézy, c'est l'influence de la France en Europe, et surtout dans le domaine allemand. Et j'ai découvert à cette occasion que Schlegel, donc le fameux représentant du XIXe siècle littéraire allemand, a été un élève, ou en tout cas a rencontré Chézy. Alors juste après, dans la succession de Chézy, on retrouve Eugène Burnouf, élève de Sylvestre de Sacy, donc toujours le même, c'est la même filiation, et on peut le considérer comme le père des études bouddhiques en Occident, mais aussi des études avestiques. Et ce qui est frappant, c'est qu'il est allé lui aussi chercher des sources primaires en Inde, auprès de la communauté Parsi, en particulier auprès d'une personne qui s'appelle Manekji Khurshedji, donc un Parsi de Bombay. Et en fait, les premières informations que nous avons sur le monde avestique datent de cette période-là, et datent de sources qui sont indiennes. Et là, toujours à propos de l'Allemagne, c'est une chose assez saisissante. Max Müller, que tout le monde connaît dans le domaine des études indiennes, chacun connaît le Max Müller Bhavan à Delhi, a été élève de Burnouf. Et ce que j'ai découvert récemment, c'est qu'en fait, Wagner avait lu Burnouf. Il avait prévu de composer un opéra qui s'appelait Die Sieger, à partir de ces lectures de Burnouf. Alors finalement, il n'a pas produit cet opéra, mais certaines pièces, certains thèmes ont été transposés dans Parsifal. Donc cette tradition germaniste, ou en tout cas cette influence sur le monde allemand de la France, est perceptible à ce moment-là. Donc voilà ce qui décrit rapidement l'indologie française au XIXe siècle. Maintenant, le XXe siècle, on change de registre avec le personnage de Jean Filiosa, que beaucoup d'entre vous connaissent. C'est un ancien élève de tamoul de cette maison. Il a changé la chaire, qui était très sanskritiste au Collège de France, pour en faire une chaire de langue et littérature de l'Inde. Donc la perspective change vraiment assez radicalement. Et il intègre des éléments de sociologie, d'anthropologie, et surtout, il sort du monde sanskritiste, entre autres avec les langues du sud de l'Inde. La deuxième personne du XXe siècle que je voudrais mentionner, c'est le regretté Gérard Faussmann, qui, lui, s'est attaché à l'histoire du monde indien, essentiellement le nord-ouest de l'Inde et des hautes époques, tous ceux qui s'intéressent au Gandhara, qui s'intéressent aux langues d'Ard et Kafir. Je me souviens qu'il a produit un papier sur comment on décline le terme d'abricot dans une trentaine de langues d'Ard et Kafir. Donc c'est une personne très, très passionnée de sujets très profonds, comme vous imaginez. Maintenant, la chose qui est un peu frappante, c'est qu'à la mort de Gérard Faussmann en 2011, eh bien, il n'y a plus de chaire d'études indiennes au Collège de France. Et ça, c'est une chose qui n'était pas arrivée depuis 200 ans. Donc, et je crois que nous assistons dans certains domaines, et je crois que nous avons des amis et des collègues qui connaissent mieux le monde anglo-saxon que nous, il y a, si ce n'est une récession, au moins un plateau de l'étude des langues indiennes à travers le monde. Et c'est un paradoxe parce que c'est un moment où l'Inde se met à parler davantage les langues indiennes. C'est un moment où, ou en tout cas avec plus d'assurance, c'est un moment où le PNB de l'Inde dépasse celui de la Grande-Bretagne, dépasse celui de la France, que nous assistons à une récession ou un plateau dans le domaine des études indiennes. Et ce que nous voulons vous montrer ici ce soir, grâce à la production de nos collègues, eh bien, c'est que le fil est maintenu dans la production intellectuelle et dans l'enseignement des langues indiennes. Alors, la production est telle que nous avions prévu d'avoir une conférence
Et puis finalement, il y a 3 ouvrages. Et on n'a pas le temps de vous présenter en une soirée 3 ouvrages. Donc nous avons dédoublé la séance de ce soir. Ce soir, vous aurez la présentation de l'histoire de l'Inde, donc qui est proposée par Anne, qui est produit par Anne. Harit, lui, se consacrera à un ouvrage qui est sur une période beaucoup plus spécifique, mais avec une production absolument passionnante, qui est, alors je cite en anglais, The Ceremonial of Power, The Mughal Empire under Shah Jahan. Et je crains que l'ouvrage ne soit pas encore en français, mais je pense que l'anglais progresse à l'INALCO, donc ça ne devrait pas être un souci, quoi. Et ensuite, le 3e ouvrage, qui ne sera pas présenté ce soir, mais qui sera en fait présenté à la suggestion d'Anne, il se tiendra en février. Et donc, c'est un ouvrage d'Annie Montaut, dont le titre est 3000 ans d'écologie indienne, et qui retracera dans les traditions védiques la notion d'environnement et d'écologie. Voilà, donc pour ces quelques mots d'introduction, je voulais mentionner que nous aurons les dédicaces des ouvrages. Malheureusement, l'ouvrage de Harit est disponible en Inde, donc il faut prendre l'avion pour Delhi pour le trouver et obtenir la dédicace. Mais en tout cas, avec Anne, nous aurons un ouvrage en chair et en os, si j'ose dire, pour la dédicace de ce soir. Alors, la séquence que nous vous proposons maintenant est la suivante, si cela vous convient. Anne présentera son ouvrage en une vingtaine de minutes. Ensuite, il y aura une séance de 10 minutes de questions et réponses. Après, ce sera le tour de Harit, dans le même scénario, donc 20 minutes de présentation et 10 minutes de questions et réponses. Une petite conclusion et un cocktail et la dédicace nous attendront dans le salon Kadjar, au premier étage de ce bâtiment. Voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. C'est un petit peu long déjà, excusez-moi. Et maintenant, la parole est à Anne. Je vous remercie. Bonsoir, merci beaucoup Philippe, merci beaucoup à toute l'équipe de la Fondation pour votre accueil, pour l'organisation toujours parfaite de vos conférences et merci à toutes et tous d'être venus ce soir pour cette séance autour de nos ouvrages. Juste un petit mot avant de commencer sur ce qui me concerne, pour dire que vous allez en fait avoir ici 2 types très différents de production que l'on peut faire quand on est enseignant-chercheur, puisque mon ouvrage est un ouvrage de synthèse qui se veut, alors peut-être pas très grand public, mais quand même ouvert à une lecture, disons, de non-spécialistes, où il n'y a pas de notes, ce qui est toujours très très compliqué pour un historien de produire un ouvrage sans notes, et pour lequel je me suis appuyée très largement, bien sûr, sur des ouvrages déjà publiés, donc sur une littérature secondaire. Voilà. Et puis vous aurez après une entrée vraiment dans le monde de la recherche avec le livre d'Harit et des sources tout autres et très précises qui sont étudiées par lui. Voilà, donc ceci étant dit, j'ai évidemment ce défi énorme de présenter. Alors en fait, le premier défi, c'était 5000 ans d'histoire en 275 pages. Et là, ce soir, c'est en 20 minutes, donc évidemment, ça se réduit. Mais je trouve que c'est quand même très confortable parce qu'il m'est arrivé qu'un journaliste me demande de définir l'Inde en 2 mots. Donc finalement, 20 minutes, c'est pas si mal. Alors évidemment, on sait aujourd'hui... ce que représente l'Inde, je voudrais commencer par ça, même si parmi vous, je vois qu'il y a beaucoup de personnes pour qui toutes ces choses sont très très bien connues. Un pays à la dimension d'un continent, 1,4 milliard d'habitants, premier pays en termes démographiques au monde, puisqu'ils sont passés devant la Chine, 5e puissance mondiale en PIB, effectivement, devant le Royaume-Uni, mais 134e en 2022 pour ce qui est de l'IDH, donc le développement. Un géant qui aspire à devenir une grande puissance, une puissance nucléaire, qui un jour ou l'autre aura bien un siège à l'ONU, si l'ONU est toujours là dans les années futures.
Donc le but de ce livre, c'était de proposer une histoire sur la longue durée qui permette d'éclairer finalement ce qu'est l'Inde aujourd'hui, de mieux faire connaître l'Inde auprès d'un public français. Donc c'est vrai que c'est un livre qui s'adresse à un public français. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la bibliographie qui accompagne chaque chapitre est vraiment concentrée essentiellement sur des ouvrages en français, même si bien sûr la production sur l'histoire de l'Inde est très largement produite en Inde ou dans le monde anglo-saxon, beaucoup en anglais et dans les langues indiennes aussi. Et un des objectifs, c'était bien sûr de combattre un certain nombre de clichés qui accompagne ce que l'on sait de l'Inde en France. Et peut-être qu'un des clichés principaux et qui a été produit par une forme d'orientalisme du XIXe siècle, c'est celui d'une Inde patrie des traditions ou patrie de la tradition, un monde finalement qu'on perçoit comme presque immobile, en tout cas qui conserve sur la longue durée des choses très très anciennes et peut-être peu apte à se réformer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, j'espère, est battu en brèche dans cet ouvrage et pour montrer au contraire les multiples changements qui ont touché aussi bien l'Inde, la culture que la politique indienne sur la longue durée. Alors l'espace considéré ici, c'est le monde indien au sens large, avant la partition de 1947. C'est pour ça qu'il y a ces deux cartes. Donc vous avez l'espace, disons, un quasi-continent, l'espace géographique à gauche. Et puis, bien sûr, à partir de 1947, il y a cette division avec Bangladesh, Pakistan, qui ne font plus partie de ce qu'on appelle l'Inde aujourd'hui. Alors, c'est toujours un défi, d'ailleurs, quand on fait une histoire de l'Inde longue, parce que il faudrait aussi parler du Pakistan et du Bangladesh après 1947. Mais là, c'était vraiment centré sur ce qu'est l'Inde aujourd'hui. Mais avant 1947, ça implique évidemment ces espaces beaucoup plus largement. Et puis la période, je dirais, c'est de la préhistoire à nos jours, donc très 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 long, depuis le premier peuplement supposé ou reconstitué à partir des études linguistiques principalement, il y a 50 000 ans, jusqu'à nos jours. Alors bien sûr, ça c'est un vrai défi puisqu'on est face à une mosaïque de communautés et de tissages de cultures diverses. Et quelque chose que bien sûr beaucoup d'entre vous connaissent, c'est la multiplicité des langues déjà, 4 grandes familles linguistiques, 2 langues officielles aujourd'hui et puis plus de 3000 langues répertoriées. Donc ça c'est un premier aspect qui est plus ou moins visible à travers la carte politique, disons, des États fédérés de l'Inde, mais qui est très réductrice. Une petite remarque sur cette carte, ne vous étonnez pas si au nord-ouest, on y représente le Cachemire comme entièrement indien, parce que c'est une carte indienne, donc je préfère le préciser si des personnes regardent le détail. Voilà. Donc des langues, des religions, alors 4 religions autochtones dont il faut aborder la naissance et l'évolution depuis les cultes hindouistes qui ont donné ce qu'on appelle aujourd'hui l'hindouisme, bouddhisme, jaïnisme, plus tardivement le sikhisme, et puis 3 monothéistes présents en Inde, les juifs, pas très nombreux, mais qui avaient aussi une présence en Inde. L'islam, bien sûr, aujourd'hui, l'Inde est le 3e pays musulman au monde. Le christianisme présent notamment dans ces marges. Et il faut aussi mentionner les Parsis, donc derniers représentants du zoroastrisme. Donc c'était évidemment aussi un défi de montrer sur la longue durée comment ce paysage se compose, se recompose. Donc, bien sûr, multiplicité, diversité, ce sont les premiers qualificatifs qui viennent à l'esprit quand on parle de l'Inde, quand on imagine l'Inde. Et ça vaut aussi pour les représentations de l'histoire de l'Inde. Et vous avez de multiples versions, finalement, qui peuvent être proposées. Et dans l'Inde actuelle, eh bien, ces versions sont devenues des enjeux politiques. Et en fait, c'est aussi une chose que je voulais montrer dans le livre, au fur et à mesure de l'avancée chronologique, eh bien, c'est de souligner les débats qui peuvent exister. Donc,
par exemple autour de la civilisation de l'Indus, appartient au nord, appartient au sud, autour de le peuplement lui-même d'ailleurs, là aussi il y a beaucoup de polémiques, autour de plus tard l'arrivée de l'islam, la manière dont ça se produit, etc. Donc ça c'est un aspect très contemporain de l'Inde d'aujourd'hui, ces représentations, cette façon d'écrire l'histoire qui sont présentes tout au long des chapitres en fait, au fur et à mesure qu'on expose les événements ou les périodes. Alors, je pense que pour aborder finalement l'Inde, j'aime bien utiliser cette parabole de Rumi que certains d'entre vous, beaucoup sans doute connaissent, donc un poète persan mystique du XIIIe siècle, mais c'est une histoire qui est connue en Inde sous de multiples versions, et d'ici vous en avez une représentation dans un ouvrage du XVIIe siècle indien. Donc c'est une histoire qui parle d'un éléphant qui se trouve, alors selon les versions, je pense pas forcément à la version de Rumi directement, mais c'est soit dans une pièce obscure, soit en fait ce sont des aveugles qui doivent déterminer quel est cet objet. Et donc selon ce qu'ils tâtent de l'animal, eh bien ils auront une version différente. Donc s'ils tâtent, il y en a un qui tâte la trompe et qui dit c'est un tuyau, il y en a un autre qui tâte les oreilles, c'est un éventail, les pattes c'est un pilier, et puis le dos c'est un trône. Bon, donc ça évidemment là il y a dans la parabole de Rumi, ça représente aussi la divinité, la façon qui fait qu'on ne peut pas la percevoir finalement dans son entièreté. Mais bien sûr, ça s'applique à beaucoup de situations, mais je pense que pour l'Inde, c'est particulièrement vrai. C'est-à-dire que selon le bout par lequel on prend, selon la région de l'Inde que l'on étudie, selon les personnes que l'on rencontre, les communautés avec lesquelles on est en contact, eh bien, on aura une version différente. Et c'est une chose qu'il faut évidemment accepter et qui fait partie aussi de la beauté de ce pays, je pense. Voilà, alors après, ceci étant dit, comment composer et fabriquer ce livre et répondre à ce défi. Donc en fait, il y a une série de chapitres. Le premier et le dernier ne sont pas chronologiques, les autres présentent une avancée, disons, chronologique au fur et à mesure des périodes. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, bien sûr, hein, je n'ai pas du tout le temps ce soir. En fait, le premier chapitre, il est consacré en particulier au peuplement de l'Inde, mais pas seulement aux vagues de peuplement les plus anciennes, qui commencent il y a 50 000 ans, et qui se succèdent, surtout 3 principales, mais j'évoque également comment ces arrivées se sont continuées, alors d'une manière moins massive, ensuite, parce que l'Inde n'est pas un ensemble, le monde indien, un ensemble fermé sur lui-même, mais au contraire, un carrefour finalement, et qui a accueilli à toutes les époques des populations nouvelles qui arrivaient de l'extérieur et qui, pour certaines, étaient des réfugiés et venaient finalement continuer à vivre leur tradition éventuellement en Inde. On peut donner des tas d'exemples de cela, mais par exemple les Parsis dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, qui se sont réfugiés en Inde quand la Perse s'est trouvée islamisée, et puis très récemment, plus récemment, les Tibétains accueillis en Inde et qui ont formé un gouvernement en exil qui est le cas unique dans le monde, hein, c'est le seul exemple que l'on ait. Et donc il y a sur la longue durée une forme aussi d'acceptation de la différence et également un maintien finalement des particularismes, une sorte de conservatoire des particularismes qui ne restent pas forcément figés dans l'état où ils sont quand les gens arrivent, mais qui quand même maintiennent leur propre façon de s'organiser socialement et éventuellement aussi religieusement. Je citerai une parole de Gandhi qui dit « Il n'est pas nécessaire d'éteindre la lumière de l'autre pour que brille la nôtre ». Donc c'est un petit peu quelque chose comme ça qui explique, je pense, cette conservation de la diversité qui ne s'est pas faite à travers le politique. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, le dernier chapitre donne c'est un peu un chapitre en termes de conclusion, finalement, l'ambition rêvée d'une superpuissance. Donc, lui non plus, il n'est pas chronologique. Enfin, c'est vraiment un focus sur ce qui est aujourd'hui l'Inde.
et à une échelle macro comme micro, donc à la fois sa position, sa puissance économique, son rôle géopolitique, et puis également, par exemple, le très grand répertoire de mobilisation que l'on trouve en Inde, mobilisation sociale qui va de la grève de la faim aux grandes marches qui traversent l'Inde, le siège de la capitale pendant 1 an, et puis aussi des actions dans le domaine de l'environnement. Donc il y a aussi un petit développement à ce sujet. D'ailleurs, à ce propos, nous avions présenté au mois d'octobre, dans le cadre d'un cycle que nous faisons à l'INALCO sur l'actualité de l'Asie du Sud et de l'Himalaya, un film qui portait sur l'agriculture, un grand projet d'agriculture naturelle en Andhra Pradesh, qui vise à former 8 millions d'agriculteurs pour transformer complètement le système agricole, en tout cas régional. Voilà. Et alors, entre ces 2 chapitres, donc le premier, peuplement sur la très longue durée, et puis le dernier, vraiment un focus sur l'Inde aujourd'hui, eh bien, des chapitres qui suivent donc une forme de chronologie, avec un fil conducteur qui est le rapport, en fait, entre culture et politique. En fait, la politique en Inde, ou le politique en Inde, qu'il soit incarné par des rois, des sultans, des empereurs, enfin toutes sortes de systèmes aussi qui ont pu changer à travers l'histoire, ont dû composer tout le temps avec la diversité dont je parlais tout à l'heure. Et je crois qu'on ne peut pas voir, à aucun moment de l'histoire jusqu'à l'époque coloniale finalement, de tentatives pour uniformiser culturellement la population. Et c'est vrai à un niveau très petit, parce qu'y compris dans un petit royaume ou dans un petit raja, eh bien, il avait en face de lui une diversité dont il fallait tenir compte. Et donc, il y a une forme de composition avec cette réalité. Et alors, parfois, on interprète ça comme une sorte d'impuissance du politique. C'est la métaphore de la crème sur le lait. Hein, c'est-à-dire, voilà, le politique, ça serait l'espèce de crème sur le dessus, et puis le lait qui, en fait, ne bouge pas, cette fameuse Inde, voilà, éternelle, etc. En fait, je pense qu'il faut voir ça autrement, et parce que ces systèmes politiques, ces rois, ces rajas, ces sultans, ces empereurs, ils avaient quand même du pouvoir, ils avaient aussi des actions, ils pouvaient fabriquer des systèmes d'irrigation, ils pouvaient financer des temples, ils pouvaient protéger des communautés marchandes, donc il y avait vraiment, et puis lever des impôts, enfin bref, donc il y avait quand même une vraie action de cet ordre-là, mais ceci sans vouloir imposer finalement une seule norme, en tout cas dans le domaine de la culture, et aussi d'ailleurs socialement. Et je pense qu'il y a une première rupture qui se fait dans ce domaine-là, à l'époque coloniale. Ici, vous avez 2 cartes tirées de l'Imperial Gazetteer of India. Je pense que vous ne pouvez pas voir malheureusement le détail de ce qui est écrit sur les cartes, mais la première carte s'appelle Prevailing Races. Donc en fait, il y a une sorte de confusion entre tous les types de groupes. Alors les mots que vous voyez en rouge, hein, c'est des tas de noms, alors qui peuvent être Rajput, qui peuvent être Brahman, qui peuvent être donc qui correspondent à soit des tribus, des groupes sociaux, des castes, etc. Et qui sont répartis comme ça sur la carte, mais qui sont tirés de recensement. C'est-à-dire que pour pouvoir contrôler cet espace indien, eh bien les Britanniques, hein, qui ont pris le contrôle de l'Inde à peu près complètement jusqu'à partir du milieu du 19e siècle, eh bien, établissent, parce qu'on est à l'ère de la statistique, et donc ils ont ces moyens-là, des recensements qui essayent de mettre en chiffres, en fait, toute la diversité dont je vous ai parlé tout à l'heure, et ce qui implique une forme de rigidification, en fait, de tout ce qui existait, et qui avait une forme de fluidité, déjà, et qui a pu se transformer au cours des siècles. Et l'autre carte que vous voyez, c'est une carte qui présente en fait les religions, donc en vert musulman, en rose, enfin c'est ce qui est marqué dans la légende, hein, hindouiste, et puis bouddhiste en jaune, hein, puisque c'est la Birmanie, je ne sais pas si vous voyez, c'est le bout de la Birmanie. Et donc là c'est pareil, on met en carte, on positionne en fait ces catégories. Alors évidemment il s'agit de majorité, hein, mais c'est aussi des grands groupes finalement qui sont constitués et qui vont servir de base pour ensuite définir les nouveaux États qui se créent à l'indépendance, qui sont en particulier l'Inde et le Pakistan. Et alors, que se passe-t-il à l'indépendance ?
un des slogans tout le temps présentés à ce moment-là, et qui était déjà là avant d'ailleurs, pour les nationalistes indiens, c'était unité dans la diversité, c'est-à-dire en fait combiner quelque part ces deux approches, qui est l'approche, disons, de l'ère moderne, du nationalisme tel qu'il se développe en Europe au XIXe siècle, et donc une unité autour d'un certain nombre d'éléments surtout institutionnelle en fait pour l'Inde, et puis la diversité présente de langues, de religions, etc. Bon, pour illustrer ça, je vais juste mis une petite image qui fête une petite sorte de carte pour fêter l'Independence Day le 15 août 1900, enfin qui a lieu tous les 15 août chaque année. Donc là, c'est une représentation de diversité qui se concentre uniquement sur la religion, parce que bon, c'est ce qui est représenté sur les différents personnages, mais évidemment ça peut être beaucoup plus large que ça. Et puis à gauche, vous avez un centre de distribution des machines de vote en 2009. On aurait pu faire les mêmes photos, bien sûr, beaucoup plus récemment, avec ces énormes, cette organisation gigantesque pour procéder aux élections en Inde. Et donc cette conciliation entre unité et diversité, finalement, on peut considérer peut-être qu'on arrive à un autre épisode, et qui me semble inédit en fait dans l'histoire longue de l'Inde, avec une volonté d'unification culturelle par le politique. Alors, la politisation des questions culturelles, de la religion, de la caste, c'est quelque chose qui commence à l'époque coloniale, mais qui se renforce ensuite à l'indépendance. Et on voit finalement le politique qui veut façonner la culture, et c'est le projet que portent les nationalistes hindous qui sont au pouvoir en Inde centrale, au centre, depuis 2014, mais qui l'ont été déjà précédemment, mais dans le cadre de coalition. Et donc il y a ce projet qui remet en question aussi le sécularisme, qui faisait partie, c'est-à-dire la laïcité à l'indienne, qui reconnaît les différentes religions. Et on a cette image que peut-être certains d'entre vous ont vue de Narendra Modi qui inaugurait le temple de Ram à Ayodhya le 22 janvier 2024. Alors, ce n'était pas la première fois qu'un homme ou une femme politique participe à des événements religieux, hein, il ne faut pas se tromper non plus là-dessus, mais là, on avait quelque chose qui était présenté comme encore plus symbolique et important, d'autant plus que la mosquée... En fait, ce temple a remplacé une mosquée qui a été détruite en 1992. Et en fait, alors on peut se demander si ce projet-là, il a, alors je ne dirais pas un avenir, mais en tout cas une chance de réussir, je dirais. C'est vrai que quand on regarde l'histoire longue de l'Inde, on se dit, bon, est-ce que même les militants de base, d'ailleurs, du parti nationaliste hindou croient que c'est quelque chose de faisable ou même de souhaitable. Alors c'est vrai qu'il y a des conditions aujourd'hui, nouveaux moyens du capitalisme, possibilité de surveillance, l'usage des réseaux sociaux, enfin tout un tas de phénomènes qui tendent à l'uniformisation. J'ai fini. Et du coup, bon, voilà, donc je m'arrête là. Je voulais juste finir par 3 mots pour dire qu'il y a quelques points d'originalité, je pense, aussi dans cet ouvrage, qui sont la place de l'histoire de l'Inde du Sud. Il se trouve que je suis spécialiste de l'Inde du Sud, donc évidemment, j'ai une sorte de tropisme sud-indien. Rassurez-vous, ça ne parle pas que de l'Inde du Sud du tout, mais en tout cas, l'Inde du Sud est bien présente dans cette histoire. Et puis aussi la place des femmes que j'ai essayé de montrer tout au long de l'histoire, donc je n'ai pas le temps de commenter cette diapositive. Et je terminerai en disant que si vous lisez mon livre et que vous n'en êtes pas très satisfait, j'espère quand même que vous le lirez, que vous m'en ferez des retours. Et je dirais une autre citation de Gandhi: chacun a raison de son propre point de vue, mais il n'est pas impossible que tout le monde ait tort. Commencer la première salve de questions, si tu en es d'accord, Anne. Alors, y a-t-il des questions? Pour une salve, c'est... Ah, merci monsieur. Il y a un seul micro. Bonsoir, merci pour cette présentation. Moi, j'avais une question concernant en fait
plutôt un cadre politique. Je m'y connais pas du tout dans l'histoire politique de l'Inde. Et je me demandais, avant justement Modi, est-ce qu'il y avait, il n'y avait pas en fait de dirigeants qui étaient aussi portés vers en fait la religion avant lui? C'était pas autant une affaire d'État? Vous voulez parler dans l'Inde de post-47 Ouais, ou d'une manière plus post-47. générale et plus large? Plutôt post-47. Enfin, je ne sais pas ce que vous entendez par porter sur la religion. Parce que du coup, vous avez expliqué que Modi a donc vraiment été, on va dire, une sorte de symbole pour justement le fait que il remette en question la laïcité de l'Inde. Je sais pas si. En fait, il y a un courant, si vous voulez, qui a commencé à se développer à la fin du 19e siècle déjà, surtout en réaction par rapport à la prétention, je dirais, européenne à diffuser sa propre culture, et donc en réaction de ça, une recherche de qu'est-ce que c'est que la culture indienne, et donc aller la chercher éventuellement très loin dans le temps, à l'époque védique. Voilà, donc ça c'est un courant qui, disons, qui commence à la fin du 19e siècle et qui va nourrir certains nationalistes indiens qui combattent les Anglais. Mais ensuite, il y a la création d'un mouvement en 1925 qui lui, met en avant ce qu'on appelle aujourd'hui l'Hindutva, c'est-à-dire la définition de l'identité indienne comme étant avant tout hindou. Mais c'est un hindouisme finalement qui est je dirais pas reconstruit, mais en tout cas on tente de l'unifier, parce que l'hindouisme en fait c'est plein de cultes, d'approches, y compris de philosophie, enfin, etc. Voilà, donc ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui est présent en Inde. Et puis après, au moment de l'indépendance, le choix qui est fait par les leaders au pouvoir à ce moment-là, le parti du Congrès qui domine en fait la vie politique indienne, et Nehru qui est le Premier ministre en 1947, c'est de construire une Inde donc séculariste, laïque, mais c'est pas une laïcité, il faut pas la comparer, c'est pas la même chose que la laïcité telle qu'on la conçoit en France. C'est pas la séparation entre des églises et l'État. Ça n'a pas de sens. En Inde, la religion, elle imprègne tout. Vous pouvez pas se séparer. C'est plutôt, l'idée qu'on voit dans la Constitution, c'est de présenter, de protéger en fait toutes les religions, que toutes les religions puissent avoir leur culte, et puis y compris leurs écoles, etc. Donc voilà. Alors c'est vrai que cette vision-là qui était très large et qui faisait qu'il n'y avait pas de choix sur une identité spécifique pour être indien qui serait d'être hindou, c'est ça qui est un peu remis en question dans le projet nationaliste hindou, qui dit pas forcément, même s'il y a des extrémistes qui vont très très loin dans ce domaine-là, pour dire que peut-être il faudrait même supprimer ceux qui ne sont pas hindous. Mais non, le plus gros des choses, c'est de dire plutôt que finalement, il faudrait que chacun reconnaisse que ce fondement de l'indianité, c'est l'hindouisme. Voilà. Donc je ne sais pas si j'ai répondu. Merci. Si, ouais, c'était justement pour comprendre en fait plus comment le nationalisme indien en fait s'est développé, mais c'est très clair. Merci. Merci. Y a-t-il une autre question? Madame, devant. Bonsoir madame. Du coup, moi j'ai lu votre livre et je le conseille vraiment à tout le monde parce que c'est vraiment limpide. Je voulais dire que j'ai lu votre livre et je le conseille vraiment à tout le monde parce que c'est très limpide et c'est très intéressant et enrichissant. Et du coup, ma question, ça concerne plus l'actualité, entre guillemets, dans le sens où vous avez parlé de l'image de l'Inde en France. Et c'est ce que vous essayez de faire à travers votre livre. Et je voulais savoir, aujourd'hui, maintenant, comment est-ce qu'elle est cette image en France? Parce que du coup, il y a le président Modi qui est venu plusieurs fois en France. Diplomatiquement aussi, les liens sont forts entre la France et l'Inde. Mais la perception des Indiens, c'est quoi les changements que vous voyez par rapport à cette question-là? D'abord, je pense que, alors je ne sais pas si tout le monde est d'accord ici, mais qu'il y a une méconnaissance de manière large des Français de l'Inde, en fait. C'est un peu paradoxal d'ailleurs, parce qu'il me semblait avoir lu, alors je n'ai pas revérifié, mais que le nombre de touristes français en Inde était particulièrement important par rapport à d'autres
catégorie européenne. Mais en tout cas, bon, ça c'est quand même assez général. Et malheureusement, on a beau produire quand même des ouvrages et essayer de travailler, il y a quand même aussi dans la salle beaucoup de personnes qui sont indianistes, qui sont spécialisées, qui produisent des ouvrages. Si vous allez dans les rayons des librairies, des fois il n'y a même pas de rayon Inde. Enfin, c'est vraiment assez terrible. Bon, alors il y a eu un petit intérêt qui a commencé à se lever, justement parce que, comme vous le dites, au niveau de l'État, il y a des relations bilatérales qui se développent. Et bon, alors il y a eu l'histoire des rafales, bien sûr, mais il y a beaucoup d'autres choses. C'est une très bonne histoire. Hein, oui, pardon. Pas la dénigrer. Pardon. Non, je dénigre pas du tout. Non, donc il y a eu ça, bien sûr. Donc je pense qu'il y a des liens, effectivement, qui se renforcent au niveau de l'État. Et du coup, les journalistes commencent à s'intéresser aussi à l'Inde de ce fait, si vous voulez. Après, comment est-ce que ça infuse dans la société de manière générale ? Je ne pourrais pas vraiment vous répondre, sinon je ferais du micro-trottoir, quoi. En plus, moi, j'ai un public qui est vraiment pas typique, puisque c'est le public des étudiants qu'on a dans nos cours à l'INALCO et qui sont par définition intéressés et qui s'ouvrent à l'Inde. Donc voilà, je ne sais pas. J'ai pas l'impression que l'image change beaucoup, mais peut-être c'est la longue durée. Par contre, il peut y avoir une image négative qui vient bien sûr des attaques ou des violences qui existent en Inde aujourd'hui et il y a toujours eu des violences en fait en Inde aussi, mais et donc une peur aussi de cette violence-là, une condamnation aussi de ce qui peut être les attaques contre les musulmans par exemple, etc. Et aussi contre des chrétiens d'ailleurs. Donc oui, c'est une image un peu brouillée, quoi, un peu à des antipodes, je pense. Voilà. Et peut-être une question encore, et nous passerons la parole à Harit. Nicolas, peut-être Je suis désolé si j'ai pris le tour de quelqu'un d'autre. Nous aurons peut-être une séance de rattrapage un peu plus tard, pour ceux qui n'auraient pas pu poser la question. Plus une remarque sur laquelle je voudrais vous faire réagir. Parce que quand on observe en fait la couverture médiatique de l'Inde aujourd'hui, en fait, elle est limitée à un certain nombre de journalistes qui se retrouvent dans tous les médias. Donc on peut les compter sur les doigts de la main et en fait ils publient la même chose dans différents médias. Donc aujourd'hui, comment est-ce que pensez-vous que des universitaires ou d'autres relais puissent avoir leur voix et peut-être apporter plus de nuances et voilà sur ce pays pour éduquer le public français, tout simplement. Non, mais c'est une question absolument essentielle. C'est vrai que, quelque part, ce livre m'a permis parfois d'être invité et du coup d'avoir cette possibilité. Mais bien souvent, en fait, ils savent à l'avance ce qu'ils veulent que vous disiez. Donc, c'est difficile. Puis on sait très bien que dans l'espace médiatique aujourd'hui, on a rarement du temps. Et comme je l'ai dit, déjà là, en 20 minutes, mais on n'a même pas 20 minutes souvent. Donc... C'est vrai que c'est un petit nombre de personnes qui sont un peu spécialisées sur ce domaine-là. Mais bon, je pense qu'il y a aussi... j'ai aussi rencontré des journalistes plutôt plus ouverts, donc bon, il ne faut pas avoir non plus une vision trop négative. C'est pas évident pour eux non plus, hein, parce que, vous savez, quand un journaliste ne connaît pas un espace comme l'Inde et qu'il doit en parler, c'est pas évident. Si vous en êtes d'accord, je vous propose que nous passions à la parole à Harit maintenant, et pour peut-être une vingtaine de minutes, et avec une dizaine de minutes de questions après. Hello. Donc bonsoir à mesdames et messieurs. Merci de votre présence. Merci Philippe et les collègues de la Fondation de votre invitation ici ce soir. Merci Anne de
cette présentation tout à fait passionnante de ton livre que j'ai eu le plaisir de lire, qui est un ouvrage tout à fait accessible et absolument passionnant. Alors, le livre que je vais vous présenter ce soir est un livre qui est sorti cette année, au mois de mai, et c'est un livre qui traite une période spécifique de l'histoire de l'Inde. Une bonne partie de mes recherches porte sur les souverains indo-musulmans qui ont régné sur plusieurs régions du sous-continent indien du début du XIIIe siècle jusqu'au milieu du XIXe siècle. D'abord, ce qu'on appelle les sultans de Delhi, puis les sultans régionaux, et à partir de 1526, les empereurs moghols. Alors, mon livre est au sujet d'un de ces souverains de la dynastie moghole qui s'appelait Shah Jahan, Shah Jahan qui veut dire l'empereur du monde, et qui a régné de 1628 à 1658. Il était donc, si vous voulez, contemporain de Louis XIII et de Louis XIV. Et il est surtout connu en Inde comme à l'étranger, ailleurs, comme le bâtisseur du célèbre Taj Mahal. Ce livre est une version révisée de ma thèse de doctorat soutenue à l'EHSS en 2008 sous la direction du professeur Marc Gaborio. Comme je l'indique dans l'introduction de cet ouvrage, les premières études sur l'Inde moghole datent du XVIIIe siècle, lorsque la Compagnie des Indes orientales britanniques, donc East India Company, était en train d'étendre son influence sur l'Inde. Alors, ces ouvrages ont été suivis par les travaux de ce qu'on appelle des administrateurs historiens de l'époque coloniale. Et la plupart de ces premiers écrits sur l'histoire de l'Inde révèlent la perspective biaisée de l'historiographie coloniale. Ils critiquent sévèrement les dirigeants précoloniaux de l'Inde qui sont accusés de toutes sortes de vices, incompétence, ostentation, décadence. Et selon ce discours, l'Inde, avant l'avènement des Britanniques, aurait été à la merci du despote oriental. Alors, un peu plus tard, à partir des premières décennies du XXe siècle, les historiens nationalistes indiens, notamment les membres de ce qu'on appelle l'école d'historiographie de Allahabad, ils ont commencé à répondre à cette critique. Et ils ont rejeté les opinions des historiens britanniques et ils ont écrit, ces historiens nationalistes indiens, des récits qui étaient plus favorables aux souverains médiévaux, y compris des Moghols. Cela étant, ces histoires étaient conformes aux traditions d'historiographie d'autrefois. Elles étaient généralement événementielles et se concentraient davantage sur la personnalité des souverains que sur leur époque. En outre, elles ont été influencées par la situation sociopolitique de l'Inde au début du XXe siècle. À ce moment-là, un débat était en cours sur les conséquences économiques de la domination coloniale. Donc, ces historiens ont traité la politique agraire moghole, le système monétaire moghol, etc. C'était également une époque où nous avons commencé à constater une certaine montée du communautarisme et donc une certaine tendance des identités religieuses à se rigidifier. Et donc la politique religieuse, entre guillemets, constituait un autre sujet de prédilection de ces ouvrages datant du début du XXe siècle. Or, ces aspects économiques et religieux sont incontestablement importants. Ils ont cependant été étudiés au détriment d'autres thèmes tels que la culture de cour, tout ce qui est culture matérielle, la culture littéraire, etc. Ces derniers thèmes ont été considérés comme étant moins importants et pas assez sérieux pour être des sujets d'étude. Une autre lacune de cette historiographie d'autrefois était que de nombreux historiens de l'Inde moghole se sont concentrés sur deux souverains de la dynastie.
il y a eu beaucoup de travaux qui portaient sur l'empereur Akbar, qui a régné pendant la seconde moitié du XVIe siècle, et son arrière-petit-fils, l'empereur Aurangzeb, qui était au pouvoir pendant la seconde moitié du XVIIe siècle. Akbar le premier était considéré comme le bâtisseur de l'Empire. Il était notamment admiré pour sa tolérance religieuse à l'égard des hindous, alors que Aurangzeb, le deuxième, était considéré comme étant son fossoyeur, son destructeur, principalement en raison de ses persécutions supposées des non-musulmans qui étaient quand même en majorité en Inde. Les règnes intermédiaires d'empereurs comme Jahangir et Shah Jahan ont fait l'objet d'une moindre attention, car on pensait à tort que moins de choses importantes s'étaient passées pendant cette période, c'est-à-dire pendant la première moitié du XVIIe siècle. Les chroniques de cour datant de ces règnes n'avaient pas été traduites du persan, qui était la langue officielle de l'époque, et dans certains cas n'ont toujours pas été éditées. Cela a encore restreint l'accès à ces règnes et a contribué à leur oubli relatif. Alors, ces dernières années, ces dernières décennies plutôt, les historiens de l'art se sont davantage intéressés à cette période, donc première moitié du XVIIe siècle. Et mon livre qui porte sur le cérémonial de cour sous le règne de Shah Jahan s'inscrit dans cette tendance. Mes principales sources sont les chroniques contemporaines composées sous le patronage impérial en langue persane. J'ai également utilisé des ouvrages plus tardifs datant du XVIIIe siècle, notamment un dictionnaire biographique important de la noblesse moghole, ainsi que les écrits de certains Européens qui ont visité l'Inde au milieu du XVIIe siècle, c'est-à-dire pendant le règne de Shah Jahan et juste après. Alors, toutes ces sources ont bien entendu des avantages et des inconvénients. Outre les documents écrits, j'ai également utilisé les peintures réalisées dans les ateliers impériaux. Vous en voyez quelques-unes. Le livre comprend environ 40 images, dont des photographies. Les chroniqueurs officiels de Shah Jahan s'emploient à présenter leur maître comme une figure surhumaine, guidée par Dieu. Il est censé avoir possédé la faculté de clairvoyance et incarner la justice et la générosité. Autre exemple, en appuyant sur ce qu'on appelle la physiognomonie, considérée autrefois comme une science, ils expliquent comment les parties du corps du souverain révélaient les divers aspects positifs de sa personnalité. D'ailleurs, un certain nombre de traits physiques de Shah Jahan auraient ressemblé à ceux du prophète, qui était une source d'autorité par excellence dans le monde musulman, bien entendu. Dans le même esprit, le discours officiel souligne que Shah Jahan appartenait à une lignée d'illustres personnages. Ces derniers comprenaient des figures charismatiques du monde musulman médiéval, tels que Tamerlan, son arrière-grand-père, Akbar, le fondateur de la dynastie moghole, et son arrière-grand-père Babur, fondateur de la dynastie moghole, et son grand-père Akbar. On voit quelques-uns de ces personnages sur ces miniatures, et cette notion était donc transmise pas seulement par le biais des chroniques, mais aussi par le biais de la peinture. On voit ici quelques images allégoriques qui montrent Shah Jahan en compagnie de Tamerlan, en bas et en haut. Ah oui, pardon. Parfait. Merci beaucoup. Alors, le premier chapitre de mon livre étudie l'espace physique dans lequel se tenait la cour de Shah Jahan. Shah Jahan est considéré comme le plus grand bâtisseur de la dynastie moghole, et il est connu avant tout pour avoir construit le célèbre Taj Mahal. Mais il a également d'autres réalisations architecturales à son actif. Il a fait construire une ville entièrement nouvelle, baptisée Shah Jahanabad, ou la ville fondée par Shah Jahan, est en son honneur sur les rives de la Yamuna, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le Vieux Delhi.
Le chapitre contient une description des palais-forteresses impériaux dans les capitales mogholes, donc Delhi, Agra et Lahore au Pakistan. C'est là, dans ces palais-forteresses, que vivait l'empereur et que se déroulait le travail du gouvernement. La disposition de l'espace à l'intérieur de ces édifices nous révèle la conception de l'autorité impériale de Shah Jahan. Dans son imaginaire politique, il était l'empereur du monde et l'ordre, la paix et les bienfaits qui étaient censés être apportés par son règne devaient être visibles dans l'organisation de la cour, qui était impeccable, et la conduite ordonnée, attendue de ses courtisans. On peut voir ici, sur cette image, ce qu'on appelle au milieu le Jharoka et Darshan, qui était une sorte de balcon intégré au rempart des palais fortifiés. C'était de cet endroit que l'empereur se montrait à ses sujets au lever du soleil. Et c'était un rituel qui était inspiré des traditions hindoues. Il assistait également de cet endroit au combat d'éléphants, comme on voit ici, qui était un privilège impérial exclusif. Alors, cette image qu'on voit en bas à droite montre Orphée jouant du luth devant un groupe d'animaux réunis pour l'écouter. Elle se trouve dans la salle des audiences publiques à Delhi, et cette image a intrigué les chercheurs indiens et étrangers pendant des années, des décennies. Que fait ce personnage païen plutôt qu'un motif islamique au beau milieu de la cour d'un souverain moghol? Ok, donc qui étaient ces personnes qui faisaient partie du gouvernement de Shah Jahan? Depuis sa fondation, en 1526, la dynastie moghole avait acquis un caractère très cosmopolite. Des individus d'origine ethnique et religieuse différentes étaient présents à sa cour. Il y avait des Perses, il y avait ce qu'on appelle des Touranis, habitants d'Asie centrale, des Afghans, ce qu'on appelle des Sheikhzadas, des musulmans indiens, des Rajputs et plus tard des Maraths. J'ai étudié dans ce chapitre le caractère cérémoniel de leurs échanges avec l'empereur, les présents qu'ils échangeaient lors des occasions spéciales, la tradition d'offrir des robes d'honneur et des titres honorifiques aux courtisans, de visiter leurs visites pour certaines occasions spéciales, etc. Qu'est-ce que chacune de ces parties avait à gagner de ces actes? Ne pas adhérer au protocole établi pouvait être considéré comme une contestation de l'autorité impériale. J'ai évoqué quelques cas de conduite récalcitrante susceptibles d'illustrer le fait que Shah Jahan exigeait davantage de soumission de ses officiers par rapport à son prédécesseur. Et on voit ici la mise à mort d'un de ces nobles récalcitrants, un Afghan. On voit que les soldats mongols sont en train de couper sa tête. Certains historiens ont signalé le caractère patrimonial bureaucratique du régime. Selon ce modèle, le souverain gouvernait son empire d'une manière comparable à celle d'un patriarche dirigeant sa famille, mais à plus grande échelle et avec l'aide d'un important appareil administratif. Il appelait par exemple ses officiers fils, farzand en persan, et un statut spécial était accordé à ceux parmi ces officiers dont les familles étaient au service de l'Empire depuis plusieurs générations. Les fameux Khanazad égale ceux qui sont nés dans la maison. En plus de leurs fonctions officielles, ces nobles aidaient à organiser par exemple des mariages princiers, et on voit ici certains des principaux officiers de Shah Jahan en train d'organiser, participer aux festivités du mariage de son fils aîné Dara Shikoh. Cet événement s'est produit en 1635 et nous sommes donc à Delhi sur les rives de la rivière Yamuna. La peinture est attribuée à l'artiste Bishan Das.
Une question a toujours été soulevée au sujet des empereurs mongols, et plus particulièrement ces dernières années, on en parlait tout à l'heure, qui concerne leurs croyances religieuses. On a eu tendance à regrouper les souverains mongols dans des catégories sans doute un peu artificielles et simplistes telles que orthodoxes et tolérants. Le souvenir que la postérité garde d'un souverain dépend souvent de ses relations avec la communauté hindoue majoritaire, du nombre de nobles hindous dans son gouvernement, de l'existence ou non de cas de conversion à l'islam et du sort réservé aux lieux de culte hindous, aux temples hindous. Cela révèle une tendance à voir le passé par le prisme du présent, une tendance qui est à éviter. Bien entendu, les convictions religieuses d'un souverain ne se résument pas à ces questions. Le règne de Shah Jahan a été considéré comme une période de montée de l'orthodoxie islamique par rapport au règne plus tolérant de ses prédécesseurs. Même le fait que l'empereur ait commencé à porter la barbe est cité comme exemple. Les historiens se sont interrogés sur les raisons qui l'ont poussé à adopter une telle position, sachant que, en termes d'ascendance, il était aux 3/4 hindou. Sa mère était une princesse Rajput et de même que sa grand-mère paternelle. J'ai tenté de déterminer dans ce chapitre dans quelle mesure les tendances religieuses de Shah Jahan étaient visibles dans le cérémonial de la cour. Cela inclut par exemple une étude de la décision de l'empereur d'interdire des anciennes formes de salutation telles que le sijda, c'est la prosternation, qui est normalement réservée à Dieu, et la remplacer par d'autres formes de salutation moins controversées. Consommait-il de l'alcool? Alors, le discours officiel dit non, mais d'autres sources laissent entendre que oui. J'ai également analysé les rencontres de Shah Jahan, on les voit sur cette image, son fils est assis avec certains saints soufis. J'ai analysé les rencontres de Shah Jahan et les membres de sa famille royale avec les mystiques de l'ordre soufi de la Qadiria qui étaient présents en Inde à ce moment-là. Comment est-ce que l'empereur, chef du domaine temporel, et le mystique, chef du domaine spirituel, se comportait-il lors de ces échanges à ces occasions? En examinant les festivités à la cour, nous constatons que si les fêtes musulmanes étaient probablement célébrées à plus grande échelle, la principale fête de l'époque restait Nowruz, une fête iranienne connue qui était une fête pré-islamique. L'un des principaux rituels de la cour était le Tuladan, c'est la pesée de l'empereur, désormais appelée Vazen. On voit ça sur cette image. Là, l'idée c'est de peser l'empereur contre un certain nombre d'objets qui seront plus tard distribués aux pauvres et aux nécessiteux. C'est une ancienne coutume hindoue qui était destinée à éloigner les éventuels effets néfastes d'une conjonction astrologique défavorable, comme on voit sur cette image. Comme nous l'avons déjà vu, Shah Jahan continuait à pratiquer le rituel matinal du darshan, le fait de se montrer à ses sujets, qui n'avait absolument rien d'islamique. Il assistait à des assemblées musicales où l'on chantait des chansons évoquant les noms des dieux et des déesses hindous. Il remettait les médailles à son effigie à un groupe de nobles privilégiés, geste encore une fois profondément non islamique. Une de ces médailles qui vient du Victorian Albert Museum figure sur cette photo en haut à droite. Et une autre se trouve à la BNF, et il y a d'autres de ces médaillons qui se trouvent dans les collections privées. Enfin, le fait que Shah Jahan nomma comme successeur son fils aîné, Dara Shikoh, connu pour ses opinions latitudinaires en matière de religion et sa proximité avec l'hindouisme, tout ceci semble remettre en cause l'opinion selon laquelle le règne de Shah Jahan aurait été marqué par une montée de l'orthodoxie islamique. Plutôt que des considérations idéologiques, c'est le pragmatisme qui déterminait la culture de cour et la politique de l'État.
Enfin, les relations de Shah Jahan avec ses contemporains du monde musulman constituent le thème du dernier chapitre. De nombreux souverains moghols ont adopté des titres assez impressionnants, voire prétentieux, comme Shah Jahan, Jahangir, Alamgir, Shah Alam, qui peuvent tous être traduits par maître de l'univers ou preneur du monde, celui qui s'est emparé du monde. C'est comme si, dans leur imaginaire politique, ils gouvernaient le monde entier et que les bénéfices de leur règne s'étendaient à tous ses habitants. L'étude des échanges diplomatiques de Shah Jahan avec des entités politiques telles que les Safavides de l'Iran, les Ashtarkhanides d'Asie centrale et les Ottomans montre qu'une très grande attention a été portée au choix des émissaires sortants et à l'accueil des émissaires entrants. Les ambassadeurs étrangers, en particulier ceux qui venaient de l'Iran ou de la Turquie, étaient accueillis avec beaucoup de faste. Les réfugiés politiques bénéficiaient du même traitement. De somptueuses réceptions étaient organisées en leur honneur et ils recevaient de nombreux présents, y compris des objets dotés d'une certaine valeur symbolique. L'objectif était de les impressionner par la richesse et le raffinement culturel moghol. Selon le discours impérial, même si les Ottomans régnaient sur un territoire beaucoup plus vaste, même si la dynastie safavide, qui se réclamait d'une figure soufie, avait un caractère sacré, et même si les Ashtarkhanides d'Asie centrale, descendants de Genghis Khan, jouissaient de privilèges dynastiques, les Moghols étaient les plus grands d'entre eux. Leur sujet dépassait en nombre ceux de tous ces régimes réunis et ils disposaient des ressources financières les plus importantes. Le souverain moghol incarnait, selon ce discours, le mieux des valeurs du souverain parfait. Alors, l'épilogue traite le XVIIIe siècle, qui est une période tout à fait importante dans l'histoire de l'Inde. C'est une période de transition. C'est une période qui a vu le déclin de l'Empire moghol et la montée en puissance de ce qu'on appelle des États régionaux dans tout le pays. Et enfin, la prise de pouvoir par la Compagnie des Indes orientales britanniques. Donc, dans l'épilogue, j'explique brièvement comment les dirigeants de ces États successeurs, donc Rajputana, les Marathas, Hyderabad, Mysore, Awadh et Punjab, dont beaucoup avaient été auparavant les représentants régionaux et les alliés des Moghols, comment est-ce qu'ils ont adopté des éléments de la culture de la cour moghole pour légitimer leur existence. Il s'agissait avant tout de montrer leur statut autonome, faisant savoir qu'ils avaient en quelque sorte repris le flambeau de leurs anciens maîtres. La même technique a été employée par les Britanniques lorsqu'ils sont finalement devenus souverains de l'Inde en 1858. Et on voit ici sur cette image le roi George V, qui était le seul souverain britannique à avoir visité l'Inde, et son épouse, la reine Marie, en train de donner le darshan aux foules rassemblées sous les remparts du Fort Rouge à Delhi en 1911, comme les empereurs mongols l'avaient fait des siècles auparavant. Je vais juste terminer en disant que j'ai publié ce livre en anglais car je crois qu'il est avant tout destiné aux lecteurs du sous-continent indien. J'espère qu'il les aidera à voir différemment cette période mal comprise de l'histoire indienne. Merci beaucoup. Bien, nous avons assisté au darshan de Harith. Je vous propose maintenant que nous prenions 2 ou 3 questions sur